En ce moment même, pendant que tu écoutes ces mots, environ 10 000 civilisations devraient être en train de nous envoyer des signaux. 10 000. Ce n'est pas un chiffre inventé, ce n'est pas une exagération poétique, c'est le résultat d'un calcul mathématique sobre, rigoureux, fondé sur ce que nous savons du nombre d'étoiles dans notre galaxie, du nombre de planètes qui orbitent autour d'elle, et de la probabilité que la vie émerge sur au moins une fraction infime de ces mondes. 10 000 civilisations, rien que dans la Voie lactée. Et pourtant, quand nous pointons nos télescopes vers le ciel, quand nous tendons l'oreille avec les instruments les plus sensibles jamais construits par l'espèce humaine, nous n'entendons absolument rien, rien du tout. Un silence si profond, si total, si déconcertant qu'il a un nom. Et ce nom, à lui seul, devrait suffire à te tenir éveillé cette nuit. Ce silence est peut-être le plus grand mystère scientifique de tous les temps. Plus grand que l'origine de la conscience, plus grand que la nature de la matière noire. Parce que ce silence pose une question dont la réponse pourrait redéfinir la place de l'humanité dans l'histoire de l'univers. Et cette question, la voici. Sommes-nous les premiers êtres conscients à contempler les étoiles? Ou sommes-nous les derniers survivants d'un cosmos qui a déjà connu et détruit tout ce qui vivait? Au cours de ce voyage, tu vas découvrir 3 choses que la plupart des gens ignorent. La première, c'est que l'univers n'a peut-être pas toujours été capable d'abriter la vie, et que la fenêtre pendant laquelle des civilisations peuvent exister est infiniment plus étroite que ce que tu imagines. La deuxième, c'est qu'il existe des forces cosmiques d'une violence inimaginable qui pourraient avoir balayé toute forme de vie intelligente bien avant que nous n'apparaissions. Et la troisième, celle qui risque vraiment de te troubler, c'est que notre propre existence ici, maintenant, sur cette petite planète bleue, pourrait être un accident si improbable, si fragile, si miraculeux qu'il ne s'est peut-être produit qu'une seule fois. Une seule fois dans un univers de 2000 milliards de galaxies. Et si c'est le cas, alors le silence du cosmos n'est pas un mystère. C'est une sentence. Tu vas découvrir quelque chose ce soir qui te quittera le sommeil. Pas parce que c'est effrayant au sens classique du terme, mais parce que c'est vertigineux. Parce que ça remet en question tout ce que tu crois savoir sur ta place dans l'univers. Si tu es fasciné par les mystères du cosmos, par ces questions qui nous dépassent et qui nous rappellent à quel point nous sommes petits face à l'immensité, alors abonne-toi à cette chaîne. Le voyage commence maintenant. Commençons par ce que tout le monde croit savoir. L'histoire officielle, celle qu'on raconte dans les documentaires, celle qu'on enseigne dans les cours d'astronomie, celle qui est devenue une sorte de sagesse populaire. Cette histoire dit ceci. L'univers est immense. Il contient des centaines de milliards de galaxies. Chaque galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles. Autour de ces étoiles orbitent des planètes. Des milliards et des milliards de planètes. Parmi ces planètes, un nombre considérable se trouve dans ce qu'on appelle la zone habitable, c'est-à-dire à la bonne distance de leur étoile pour que l'eau puisse exister à l'état liquide à leur surface. Et si l'eau liquide peut exister, alors la vie peut émerger. Et si la vie peut émerger, alors, avec assez de temps, l'intelligence peut apparaître. Et si l'intelligence apparaît, alors des civilisations technologiques peuvent se développer. Des civilisations capables de construire des radiotélescopes, des vaisseaux spatiaux, des signaux lumineux assez puissants pour traverser les abîmes interstellaires. C'est un raisonnement logique, implacable même. Et c'est exactement ce raisonnement qu'un physicien du nom d'Enrico Fermi a suivi un jour de l'été 1950. Pendant un déjeuner avec des collègues au laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, Fermi était un génie, un prix Nobel de physique, un homme habitué aux chiffres, aux probabilités, aux calculs rigoureux. Et ce jour-là, après avoir rapidement estimé le nombre probable de civilisations dans la galaxie, après avoir pris en compte l'âge de la Voie lactée, environ 13 milliards d'années, et le temps nécessaire pour qu'une civilisation technologique colonise l'ensemble de la galaxie, quelques dizaines de millions d'années seulement, une durée dérisoire à l'échelle cosmique, Fermi a posé une question qui résonne encore aujourd'hui. Une question simple, 4 mots. 4 mots qui sont devenus l'un des problèmes les plus célèbres de la science moderne. Où sont-ils tous ?
C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Et depuis 1950, personne n'a trouvé de réponse satisfaisante. Oh, bien sûr, des réponses ont été proposées, des dizaines, des centaines même. Certaines sont brillantes, d'autres sont farfelues, la plupart se situent quelque part entre les deux. Mais aucune n'a fait consensus. Aucune n'a définitivement clos le débat. Et c'est justement ça qui rend ce mystère si fascinant et si inquiétant. La réponse la plus connue, celle que tu as probablement déjà entendue, c'est celle de l'équation de Drake. En 1961, l'astronome Frank Drake a proposé une formule mathématique pour estimer le nombre de civilisations extraterrestres détectables dans notre galaxie. Cette équation prend en compte le taux de formation des étoiles, la fraction de ces étoiles possédant des planètes, le nombre de planètes habitables par système, la fraction sur lesquelles la vie apparaît réellement, la fraction sur lesquelles la vie développe l'intelligence, la fraction de civilisations intelligentes qui développent une technologie détectable, et enfin, la durée pendant laquelle ces civilisations émettent des signaux détectables. Le problème avec l'équation de Drake, c'est que la plupart de ces termes sont inconnus. Nous ne savons pas quelle fraction de planètes habitables développe effectivement la vie. Nous ne savons pas à quelle fréquence l'intelligence émerge. Nous ne savons pas combien de temps une civilisation technologique survit avant de s'autodétruire ou de disparaître. L'équation de Drake est élégante, mais elle ne donne pas de réponse. Elle organise notre ignorance. Elle met en forme les questions sans les résoudre. Et pendant longtemps, c'est là que le débat en est resté. Le paradoxe de Fermi, l'équation de Drake, et entre les deux, un grand vide intellectuel rempli de spéculations. Certains ont proposé que les civilisations extraterrestres existent, mais qu'elles se cachent délibérément. C'est l'hypothèse du zoo, selon laquelle des intelligences supérieures nous observent sans intervenir, comme des biologistes étudiant une espèce sauvage. D'autres ont suggéré que la communication interstellaire est tout simplement impossible, que les distances sont trop grandes, que les signaux s'atténuent trop vite, que nous cherchons au mauvais endroit ou sur les mauvaises fréquences. D'autres encore ont avancé l'idée que les civilisations technologiques s'autodétruisent inévitablement. Par la guerre nucléaire, par la destruction de leur environnement, par la création d'intelligences artificielles incontrôlables, avant d'avoir eu le temps de coloniser les étoiles. Toutes ces hypothèses ont un point commun. Elles partent du principe que l'univers grouille de vie, que des civilisations ont existé avant nous, autour de nous, partout, et que le silence s'explique par un obstacle technique, sociologique ou existentiel qui les empêche de se manifester. Mais il y a une autre possibilité. Une possibilité que la plupart des gens n'envisagent pas parce qu'elle est trop dérangeante, trop vertigineuse, trop contraire à notre intuition. Cette possibilité, c'est que le silence du cosmos ne cache rien du tout. Que le silence est exactement ce qu'il semble être, un vide, un néant, l'absence totale d'autres voix. Non pas parce qu'elles se taisent, non pas parce qu'elles se cachent, mais parce qu'elles n'existent pas, parce qu'elles n'ont jamais existé, ou parce qu'elles ont toutes été annihilées. Autrement dit, le paradoxe de Fermi admet deux solutions extrêmes, deux solutions qui se situent aux antipodes l'une de l'autre, mais qui aboutissent au même résultat, le silence. La première solution dit « Nous sommes les premiers ». La vie intelligente dans l'univers est un phénomène si récent, si improbable, si dépendant de conditions si précises, que nous pourrions être la toute première civilisation à émerger dans l'histoire cosmique. L'univers n'a pas encore eu le temps de produire d'autres intelligences. Nous sommes les pionniers, les premiers yeux ouverts dans un cosmos vide. La deuxième solution dit exactement le contraire. Nous sommes les derniers. D'autres civilisations ont existé avant nous, des milliers, peut-être des millions, mais elles ont toutes été détruites, balayées, effacées, par des catastrophes cosmiques, par leurs propres erreurs, par des forces que nous ne comprenons pas encore. Et nous sommes les derniers survivants, les derniers rescapés d'un univers qui tue tout ce qui pense. Ces deux hypothèses, être les premiers ou être les derniers, semblent radicalement différentes. L'une est presque euphorique dans son audace. Nous serions les pionniers de la conscience cosmique, les premiers
à donner un sens à un univers qui, sans nous, ne serait qu'un balai aveugle de matière et d'énergie. L'autre est terrifiante dans son implication. Si toutes les civilisations avant nous ont été détruites, alors quelque chose les a détruites. Et ce quelque chose pourrait venir pour nous. Mais voici ce qui est troublant, vraiment troublant. Ces deux hypothèses ne sont peut-être pas incompatibles. Il est possible, certains astrophysiciens le soutiennent aujourd'hui, que nous soyons à la fois les premiers et les derniers. Les premiers et les derniers. Que la fenêtre d'opportunité pour l'émergence de la vie intelligente dans l'univers soit si étroite, si fragile, si transitoire, que nous nous trouvions exactement au milieu. Au seul moment de l'histoire cosmique où une civilisation comme la nôtre peut exister. Avant nous, l'univers était trop violent, trop instable, trop baigné de radiations mortelles pour permettre à la vie complexe de se développer. Après nous, l'univers sera trop froid, trop sombre, trop dispersé pour que quoi que ce soit de vivant puisse encore émerger. Nous serions alors une espèce unique au sens le plus absolu du terme. Unique non seulement dans l'espace, seul dans un cosmos de 2000 milliards de galaxies, mais unique dans le temps. Un accident cosmique, un clignotement de conscience dans un océan d'éternité inconsciente. Un feu de paille allumé dans le noir infini, brillant pendant un instant imperceptible avant de s'éteindre pour toujours, sans que personne, jamais, n'ait été là pour le voir, et sans que personne, jamais, ne soit là après pour se souvenir qu'il a brillé. Et maintenant, je vais te dire pourquoi la version officielle, celle qui dit que l'univers devrait grouiller de vie, est probablement fausse, ou du moins, beaucoup plus naïve qu'elle n'en a l'air. Le raisonnement classique, beaucoup d'étoiles, beaucoup de planètes, donc beaucoup de vie, repose sur une hypothèse implicite que personne ne questionne jamais. Cette hypothèse, c'est que les conditions nécessaires à l'émergence de la vie sont communes. Que la chimie de la vie, celle des acides aminés, des protéines, de l'ADN, est une chimie banale. Que partout où il y a de l'eau liquide, du carbone et une source d'énergie, la vie finit par apparaître. C'est ce qu'on appelle le principe de médiocrité. L'idée que la Terre n'a rien de spécial, que le Soleil n'a rien de spécial, que notre position dans la galaxie n'a rien de spécial, et que ce qui s'est passé ici, l'émergence de la vie, puis de l'intelligence, s'est nécessairement produit ailleurs, des milliers ou des millions de fois. Ce principe a dominé la pensée astronomique pendant des décennies. Il était séduisant, démocratique en quelque sorte, humble. Il nous disait « Vous n'êtes pas le centre de l'univers, vous n'êtes pas unique, vous n'êtes qu'une espèce parmi d'innombrables autres, sur une planète parmi d'innombrables autres, autour d'une étoile parmi d'innombrables autres. » Et cette humilité cosmique semblait cohérente avec l'histoire des sciences. Après tout, chaque grande découverte nous a déplacés du centre. Copernic nous a délogés du centre du système solaire. Galilée nous a délogés du centre de l'univers. Darwin nous a délogés du sommet de la création biologique. Il semblait logique que la prochaine étape soit de nous déloger de notre statut de seule civilisation intelligente. Mais voilà. Les données récentes racontent une toute autre histoire. Et cette histoire est beaucoup plus sombre que ce que le principe de médiocrité laissait présager. Prenons un seul exemple. Un seul, pour commencer. La Terre a 4,5 milliards d'années. La vie est apparue très tôt, peut-être dès les premiers 500 millions d'années, sous forme de micro-organismes simples, des bactéries, des archées. Pendant les 3 milliards d'années suivantes, la vie est restée microscopique. 3 milliards d'années. C'est un chiffre qu'il faut laisser résonner. 3 milliards d'années pendant lesquelles la vie sur Terre n'était rien d'autre que de la boue microscopique. Pas de plantes, pas d'animaux, pas de cellules complexes. Juste des micro-organismes unicellulaires, flottant dans des océans tièdes, se reproduisant sans fin, sans jamais évoluer vers quoi que ce soit de plus complexe. Puis, il y a environ 1,5 milliard d'années, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelque chose de si improbable que de nombreux biologistes pensent que c'est le goulot d'étranglement le plus serré de l'histoire de la vie. Une cellule a englobé une autre cellule. Une bactérie a fusionné avec une archée. Et de cette fusion improbable sont nées les cellules eucaryotes, les cellules dotées d'un noyau, les cellules dont nous sommes faits, les cellules qui sont à la base de toute vie complexe sur Terre. Cet événement, qu'on appelle l'endosymbiose,
ne s'est produit qu'une seule fois en 4 milliards d'années. Une seule fois, sur une planète entière, grouillante de vie microbienne, pendant 4 milliards d'années. Un seul événement d'endosymbiose a eu lieu. Un seul. Et sans cet événement, la vie complexe, les plantes, les champignons, les animaux, les êtres humains n'auraient jamais existé. Que nous dit cet événement unique ? Il nous dit que la vie simple, microbienne, pourrait être relativement commune dans l'univers, mais que le passage de la vie simple à la vie complexe est peut-être extraordinairement rare, peut-être si rare qu'il ne se produit qu'une seule fois dans toute l'histoire d'une galaxie, ou peut-être même une seule fois dans l'histoire de tout l'univers observable. Et ce n'est qu'un seul des obstacles. Il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Le passage de la vie unicellulaire à la vie multicellulaire, le développement de la reproduction sexuée, l'explosion cambrienne, l'émergence de l'intelligence, le développement du langage, l'invention de la technologie. Chacun de ces passages est un goulot d'étranglement, chacun est un filtre. Et si la probabilité de franchir chaque filtre est faible, disons une chance sur 1 million, alors la probabilité de les franchir tous devient astronomiquement petite. Si petite qu'elle pourrait ne s'être réalisée qu'une seule fois dans un univers de 2000 milliards de galaxies. Tu commences à voir où cela nous mène. La version officielle, l'univers devrait grouiller de vie, repose sur l'hypothèse que ces filtres sont faciles à franchir, que ce qui s'est passé sur Terre est banal, reproductible, presque inévitable. Mais les données nous disent que le contraire. Les données nous disent que chaque étape de notre évolution est un miracle statistique, que nous sommes le produit d'une série ininterrompue d'accidents improbables, empilés les uns sur les autres pendant 4 milliards et demi d'années, sur une planète qui elle-même est le produit de conditions initiales extraordinairement précises. Et c'est là que la version officielle s'effondre. Parce que si chaque étape est un miracle, alors la probabilité qu'une autre civilisation ait suivi le même chemin quelque part ailleurs dans l'univers pourrait être effectivement nulle. Pas proche de zéro. Pas infinitésimal, nul. Et le silence du cosmos ne serait pas un paradoxe. Ce serait une confirmation. La confirmation que nous sommes seuls, que nous avons toujours été seuls, que nous serons toujours seuls. Mais si tu penses que cette idée est vertigineuse, attends, parce que la réalité est peut-être encore plus sombre que ça. La question n'est pas seulement de savoir si nous sommes les seuls à avoir franchi tous ces filtres biologiques. La question est aussi de savoir si l'univers lui-même a été capable de permettre l'émergence de la vie pendant la plus grande partie de son existence. Parce qu'il y a des raisons de penser, des raisons solides, fondées sur la physique, l'astrophysique et la cosmologie, que l'univers tel qu'il était pendant ses premiers milliards d'années était un endroit fondamentalement hostile à toute forme de vie. Un endroit où aucune civilisation n'aurait pu naître, même si la biologie l'avait permis. Non pas à cause de la biologie, mais à cause de la physique, à cause de la violence cosmique, à cause de forces si puissantes, si destructrices, si omniprésentes qu'elles auraient stérilisé toute planète sur laquelle la vie aurait tenté d'émerger. Mais la réalité est encore plus complexe que cela, et plus inquiétante, parce qu'il ne suffit pas de se demander si l'univers était hostile dans le passé. Il faut aussi se demander s'il le restera dans le futur. Et la réponse à cette question pourrait signifier que la fenêtre, la minuscule fenêtre cosmique pendant laquelle la vie intelligente peut exister, est en train de se refermer. Maintenant, pendant que tu écoutes ces mots. Mais la réalité est beaucoup plus obscure que tout cela. Pour comprendre pourquoi le silence cosmique n'est peut-être pas un paradoxe mais une conséquence logique de la physique, il faut remonter au commencement. Pas au commencement de la vie, pas au commencement de la Terre, au commencement de tout, au Big Bang. Et ce que l'on découvre quand on examine les premiers milliards d'années de l'univers n'est pas un berceau douillet attendant patiemment que la vie apparaisse. C'est un enfer de lumière, de chaleur, de radiation et de destruction à une échelle que l'esprit humain est incapable de concevoir. Il y a 13 milliards 800 millions d'années, l'univers est né. Dans les premières fractions de seconde, toute la matière et toute l'énergie qui existent aujourd'hui étaient comprimées dans un volume infiniment petit,
à une température infiniment élevée. Puis, l'expansion a commencé. L'espace lui-même s'est dilaté. La température a commencé à baisser. Au bout de 3 minutes seulement après le Big Bang, les premiers noyaux atomiques se sont formés. De l'hydrogène principalement, de l'hélium, des traces infimes de lithium. C'est tout. Voilà les seuls éléments que l'univers primitif savait fabriquer. De l'hydrogène et de l'hélium. Deux gaz simples, légers, incapables de former des roches, des minéraux, des océans, des molécules organiques, incapables de former quoi que ce soit de solide. Et c'est ici que se situe le premier problème fondamental. La vie telle que nous la connaissons a besoin de carbone. Elle a besoin d'oxygène. Elle a besoin d'azote, de phosphore, de soufre, de fer. Elle a besoin de ce que les astrophysiciens appellent des éléments lourds, ou métaux dans le jargon astronomique, un terme qui désigne tout élément plus lourd que l'hélium. Or, dans l'univers primitif, ces éléments n'existaient tout simplement pas. Zéro carbone, zéro oxygène, zéro fer. Le cosmos entier n'était qu'un nuage d'hydrogène et d'hélium en expansion, plongé dans un bain de radiation intense, sans la moindre possibilité de former une planète rocheuse, encore moins un océan, encore moins une molécule organique, encore moins une cellule vivante. Pour que ces éléments lourds apparaissent, il a fallu attendre que les premières étoiles naissent, vivent et meurent, parce que c'est dans le cœur des étoiles, dans leur fournaise nucléaire où la température atteint des dizaines de millions de degrés, que l'hydrogène est transformé en hélium, puis l'hélium en carbone, puis le carbone en oxygène, puis l'oxygène en silicium, et ainsi de suite, en remontant le tableau périodique des éléments jusqu'au fer. Et les éléments encore plus lourds que le fer, l'or, l'uranium, le platine, ne sont forgés que dans les explosions cataclysmiques qui marquent la mort de ces étoiles massives, les supernovae. Des explosions si puissantes qu'elles brillent pendant quelques semaines avec l'éclat de plusieurs milliards de soleils, projetant dans l'espace interstellaire les éléments lourds fabriqués pendant des millions d'années de fusion nucléaire. Les premières étoiles de l'univers sont apparues environ 100 à 200 millions d'années après le Big Bang. On les appelle les étoiles de population 3. Des monstres, des géantes bleues incandescentes, des centaines de fois plus massives que notre Soleil, brûlant leur combustible nucléaire à une vitesse folle, vivant à peine quelques millions d'années avant d'exploser en supernova ou de s'effondrer en trous noirs. Ces étoiles de première génération ont commencé à ensemencer le milieu interstellaire en éléments lourds. Mais les quantités étaient infimes. Après la mort de cette première génération stellaire, la teneur en métaux du cosmos était encore ridiculement faible. Beaucoup trop faible pour former des planètes rocheuses comme la Terre. Beaucoup trop faible pour permettre la chimie complexe nécessaire à la vie. Il a fallu plusieurs générations d'étoiles, naissant, vivant, mourant, explosant, enrichissant le milieu interstellaire en éléments lourds, permettant à la génération suivante de naître dans un environnement légèrement plus riche en métaux pour que la teneur en éléments lourds atteigne un seuil suffisant. Un seuil à partir duquel des planètes rocheuses pouvaient se former. Un seuil à partir duquel des océans pouvaient se condenser. Un seuil à partir duquel la chimie organique pouvait commencer son travail lent et patient vers la vie. Ce processus d'enrichissement chimique a pris du temps. Beaucoup de temps. Les astrophysiciens estiment que la métallicité de la Voie lactée n'a atteint un niveau compatible avec la formation de planètes telluriques qu'environ 4 à 5 milliards d'années après le Big Bang. Autrement dit, pendant les premiers 4 à 5 milliards d'années de l'histoire de l'univers, soit environ un tiers de son âge actuel, il était physiquement impossible de former une planète comme la Terre. Impossible. Pas improbable. Impossible. La matière première n'existait pas. Les briques de la vie n'avaient pas encore été fabriquées. Le cosmos était un chantier en construction, et les matériaux nécessaires n'étaient pas encore arrivés. Mais le problème ne s'arrête pas à la métallicité. Même après que les éléments lourds ont commencé à s'accumuler en quantité suffisante, l'univers primitif restait un endroit extraordinairement dangereux. Et la raison principale de ce danger porte un nom que tu as peut-être déjà entendu, mais dont tu ne mesures probablement pas la portée réelle. Les sursauts gamma. Un sursaut gamma, en anglais gamma ray burst, est l'événement le plus violent
que l'univers puisse produire. Plus violent qu'une supernova, plus violent que la collision de deux étoiles à neutrons, plus violent que l'effondrement d'une étoile en trou noir, bien que ce dernier en soit souvent la cause. En quelques secondes, un sursaut gamma libère autant d'énergie que le Soleil en produira pendant toute sa durée de vie de 10 milliards d'années. En quelques secondes, toute l'énergie de 10 milliards d'années, concentrée dans un flash de rayonnement gamma d'une puissance inconcevable. Les sursauts gamma sont des faisceaux. Ils ne rayonnent pas uniformément dans toutes les directions comme une ampoule. Ils projettent leur énergie en deux jets étroits, comme les phares d'un vaisseau cosmique d'aimant. Et si l'un de ces jets pointe vers une planète habitée, même à des milliers d'années-lumière de distance, les conséquences sont apocalyptiques. Le rayonnement gamma frappe l'atmosphère de la planète, détruit la couche d'ozone en quelques instants, expose la surface à un bombardement de rayonnement ultraviolet mortel pendant des années, voire des décennies. Toute vie exposée à la surface est annihilée. Les océans eux-mêmes sont affectés, car le rayonnement pénètre à plusieurs mètres de profondeur. Les chaînes alimentaires marines s'effondrent, la photosynthèse cesse, la biosphère entière est dévastée. Et voici le point crucial. Dans l'univers primitif, les sursauts gamma étaient beaucoup plus fréquents qu'aujourd'hui. Beaucoup plus fréquents. Parce que les étoiles de première et de deuxième génération étaient en moyenne beaucoup plus massives que les étoiles actuelles. Et les étoiles massives sont celles qui produisent des sursauts gamma quand elles meurent. De plus, le taux de formation stellaire dans l'univers primitif était considérablement plus élevé qu'aujourd'hui. Il y avait davantage d'étoiles massives qui naissaient et mouraient dans un volume d'espace plus restreint. Parce que l'univers était plus petit, plus dense, plus compact. Résultat, la fréquence des sursauts gamma dans une galaxie typique, il y a 10 milliards d'années, était peut-être 10 à 100 fois supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Des études publiées dans les revues scientifiques les plus prestigieuses, notamment dans la revue Physical Review Letters et dans The Astrophysical Journal, ont tenté de calculer la probabilité qu'une planète habitable, située dans une galaxie typique, subisse un sursaut gamma suffisamment puissant pour stériliser sa surface au cours d'un intervalle d'1 milliard d'années. Et les résultats sont glaçants. Il y a 10 milliards d'années, cette probabilité était proche de 100%. Autrement dit, si la vie avait émergé sur une planète quelque part dans l'univers il y a 10 milliards d'années, elle aurait été presque certainement détruite par un sursaut gamma avant d'avoir eu le temps d'évoluer vers la complexité. Presque certainement. Mais les sursauts gamma ne sont pas les seuls assassins cosmiques qui rôdaient dans l'univers primitif. Il y en avait d'autres. Les quasars, par exemple. Un quasar est le noyau actif d'une galaxie, alimenté par un trou noir supermassif qui dévore de la matière à un rythme effréné. Quand la matière tombe dans un trou noir supermassif, elle forme un disque d'accrétion, un vortex de gaz et de poussière chauffé à des centaines de millions de degrés, qui émet une quantité phénoménale de rayonnement. Un quasar peut briller avec l'éclat de 1000 galaxies combinées. 1000 galaxies. Et ce rayonnement, lumière visible, ultraviolet, rayon X, rayon gamma, baigne toute la galaxie haute dans un bain de radiation mortelle. Dans l'univers primitif, les quasars étaient beaucoup plus fréquents qu'aujourd'hui. Les trous noirs supermassifs au centre des galaxies étaient en phase de croissance active, avalant d'énormes quantités de gaz et de matière disponibles dans ces galaxies jeunes et riches en combustible. Le pic d'activité des quasars se situe entre 2 et 3 milliards d'années après le Big Bang, à une époque connue sous le nom d'ère cosmique du Midi, le Cosmic Noon. Pendant cette période, une fraction significative des galaxies de l'univers abritait un quasar actif en leur centre. Et dans ces galaxies, les conditions de radiation étaient aussi intenses que la vie n'aurait pu se développer nulle part dans la galaxie entière, pas seulement près du centre, partout. Parce que le rayonnement d'un quasar atteint les confins de sa galaxie haute avec une intensité encore suffisante pour détruire les molécules organiques complexes et empêcher la chimie prébiotique. Tu commences à voir le tableau qui se dessine. L'univers primitif, disons pendant ces 5 à 8 premiers milliards d'années, n'était pas seulement dépourvu des éléments chimiques nécessaires à la vie. Il était aussi activement hostile à toute forme de vie. Les sursauts de gamma
stérilisèrent les planètes. Les quasars baignaient des galaxies entières dans un bain de radiation mortelle. Les supernovae, bien plus fréquentes qu'aujourd'hui, bombardaient l'espace interstellaire de rayons cosmiques destructeurs. L'environnement galactique lui-même, plus dense, plus turbulent, plus violent, rendait les orbites planétaires instables et les systèmes solaires vulnérables aux perturbations gravitationnelles de voisins stellaires trop proches. C'est ce concept que les chercheurs TSV Piran et Raúl Jiménez ont formalisé dans un article de 2014 qui a fait date dans le domaine de l'astrobiologie. Ils ont montré que la probabilité qu'une planète habitable survive assez longtemps pour développer une vie complexe dépend de 2 facteurs: sa position dans la galaxie et le moment de l'histoire cosmique où elle se trouve. Les régions centrales des galaxies, plus denses en étoiles, sont plus dangereuses à cause de la fréquence plus élevée des sursauts gamma et des supernovas. Les époques anciennes sont plus dangereuses pour les mêmes raisons. Et quand on combine ces 2 facteurs, on obtient un résultat frappant: la zone de l'espace-temps. Au sens littéral, pas seulement l'espace, mais l'espace et le temps combinés, dans laquelle la vie complexe peut émerger et survivre, est extraordinairement restreinte. Cette zone, certains chercheurs l'appellent la zone habitable galactique temporelle. C'est un concept qui va bien au-delà de la zone habitable classique, cette bande annulaire autour d'une étoile où l'eau peut être liquide. La zone habitable galactique temporelle tient compte non seulement de la distance à l'étoile, mais aussi de la position dans la galaxie, de la métallicité locale, de la densité stellaire, de la fréquence des événements cataclysmiques et du moment dans l'histoire cosmique. Et quand on superpose toutes ces contraintes, on découvre que la fenêtre est minuscule. La Terre se trouve dans cette fenêtre. Notre Soleil est une étoile de 3e génération, formée il y a 4,6 milliards d'années, à une époque où la métallicité de la voie lactée avait atteint un niveau suffisant pour former des planètes rocheuses riches en fer, en silicium, en oxygène et en carbone. Notre système solaire se trouve dans la banlieue de la galaxie, à environ 26 000 années-lumière du centre galactique, suffisamment loin pour être à l'abri des radiations du trou noir central et de la densité stellaire élevée du bulbe galactique, mais suffisamment près pour bénéficier d'une métallicité adéquate. Et notre époque, l'époque actuelle, 9 milliards d'années après le pic d'activité des quasars et des sursauts gamma, est suffisamment tardive pour que l'environnement galactique se soit calmé, assagi, pacifié. Nous sommes au bon endroit, au bon moment, dans la bonne galaxie, autour de la bonne étoile, et la probabilité que toutes ces conditions soient réunies simultanément est peut-être si faible qu'elle explique à elle seule le silence du cosmos. Pas besoin d'invoquer des civilisations qui se cachent, pas besoin d'imaginer des filtres technologiques qui détruisent les sociétés avancées. Le filtre est physique, il est cosmique, il est inscrit dans la structure même de l'univers et dans l'histoire de son évolution chimique et radiative. Mais il y a un aspect de cette histoire que les calculs de métallicité et de radiation ne capturent pas entièrement. Un aspect plus subtil, plus insidieux, plus difficile à quantifier. C'est la question de la stabilité. Parce que la vie complexe ne peut pas simplement apparaître. Elle a besoin de temps, énormément de temps. Sur Terre, il a fallu 4 milliards d'années pour passer de la première cellule à la première civilisation technologique. 4 milliards d'années de stabilité relative. 4 milliards d'années pendant lesquelles la Terre a maintenu des conditions à peu près compatibles avec la vie. Une température globale dans une fourchette acceptable, un champ magnétique protecteur, une atmosphère contenant de l'oxygène, une tectonique des plaques qui recycle les nutriments et régule le climat à long terme. Cette stabilité n'est pas un acquis, c'est une anomalie. La plupart des planètes de l'univers ne bénéficient pas d'une telle stabilité. Les variations orbitales, les impacts d'astéroïdes, les éruptions volcaniques massives, les fluctuations de l'activité stellaire, tous ces facteurs conspirent à rendre les environnements planétaires instables sur les échelles de temps nécessaires à l'évolution biologique. Sur la plupart des planètes habitables de l'univers, la vie microbienne pourrait émerger, mais elle n'aurait jamais les 4 milliards d'années de tranquillité nécessaires pour évoluer vers la complexité. Elle serait interrompue, remise à zéro, encore et encore, par un astéroïde trop gros, par une éruption volcanique trop longue, par un sursaut gamma venu de trop près,
par une déstabilisation orbitale causée par le passage trop proche d'une étoile voisine. Et c'est là que la science atteint ses limites, parce que nous n'avons qu'un seul exemple de planète sur laquelle la vie est apparue et a évolué vers l'intelligence. Un seul, la Terre. Et avec un seul exemple, il est impossible de calculer des probabilités fiables. C'est comme essayer de deviner les règles d'un jeu en n'observant qu'une seule partie. Nous voyons le résultat, nous sommes là, mais nous ne savons pas si ce résultat est typique ou extraordinairement atypique. Nous ne savons pas si nous sommes un cas normal ou un cas unique. Nous ne savons pas si le chemin qui a mené de la première bactérie au premier radiotélescope est une autoroute que d'innombrables civilisations ont empruntée. Ou un sentier de montagne si étroit, si escarpé, si dangereux que nous sommes les seuls à l'avoir parcouru jusqu'au bout. Et la science, honnêtement, ne peut pas trancher. Pas encore, peut-être jamais. Tout ce qu'elle peut faire, c'est nous montrer les obstacles, nous montrer les filtres, nous montrer à quel point chaque étape de notre existence est le résultat d'un concours de circonstances improbables, et nous laisser tirer nos propres conclusions. Des conclusions qui, quelle que soit la direction dans laquelle elles penchent, sont également vertigineuses. Il est temps maintenant de descendre dans les détails, de quitter les grandes théories et les vastes panoramas cosmiques pour examiner des cas précis, des événements réels, des moments spécifiques de l'histoire de la Terre et de l'univers où la vie a failli ne jamais exister, ou a failli cesser d'exister. Parce que ce sont ces cas concrets qui donnent chair au raisonnement abstrait et qui permettent de mesurer, avec une précision presque douloureuse, à quel point le fil de notre existence est ténu. Commençons par un événement que les géologues appellent le grand bombardement tardif. Il s'est produit il y a environ 4 milliards d'années, entre 3 milliards 800 millions et 4 milliards 100 millions d'années avant notre époque. Pendant cette période, qui a duré environ 2 à 300 millions d'années, le système solaire intérieur, c'est-à-dire la région où se trouvent Mercure, Vénus, la Terre et Mars, a été soumis à un bombardement intensif d'astéroïdes et de comètes. Les cicatrices de ce bombardement sont encore visibles aujourd'hui sur la surface de la Lune, dont les grands bassins d'impact, le bassin Sud-Pôle Aitken, la mer des pluies, la mer des crises, datent de cette époque. La cause de ce bombardement tardif est encore débattue, mais le scénario le plus largement accepté fait intervenir une migration des planètes géantes. Jupiter et Saturne, selon le modèle de Nice, du nom de la ville française où il a été développé, auraient modifié leurs orbites quelques centaines de millions d'années après la formation du système solaire, perturbant gravitationnellement la ceinture d'astéroïdes et la ceinture de Kuiper, et envoyant des millions de corps rocheux et glacés vers le système solaire intérieur. La Terre a été frappée par des centaines, peut-être des milliers d'astéroïdes de grande taille pendant cette période. Certains de ces impacts auraient été suffisamment violents pour vaporiser les océans de surface et stériliser la croûte terrestre jusqu'à une profondeur de plusieurs centaines de mètres. Et pourtant, la vie a survécu. Ou plutôt, la vie est apparue, ou réapparue, juste après ce bombardement. Les plus anciennes traces de vie sur Terre datent d'environ 3 milliards 800 millions d'années, soit la toute fin du grand bombardement tardif. C'est comme si la vie avait émergé à la première occasion, dès que les conditions de surface sont devenues à peine tolérables. Ce qui suggère deux choses. Premièrement, que l'émergence de la vie microbienne simple pourrait être un processus relativement facile et rapide, quand les conditions chimiques de base sont réunies. Deuxièmement, et c'est le point crucial, que la Terre a eu de la chance, une chance extraordinaire. Si le grand bombardement tardif avait duré quelques centaines de millions d'années de plus, ou s'il avait été légèrement plus intense, la vie aurait peut-être été éradiquée à chaque tentative, encore et encore, jusqu'à ce que les conditions deviennent trop défavorables pour qu'elle réessaie. La fenêtre se serait refermée. Et ce n'est pas le seul coup de chance. Environ 2 milliards 300 millions d'années avant notre époque, un événement encore plus extraordinaire s'est produit. Un événement qui n'a rien à voir avec un bombardement ou une catastrophe. C'est même le contraire d'une catastrophe. C'est une catastrophe inversée, une catastrophe du bien, si une telle chose existe. On l'appelle la grande oxydation. Pendant les premiers 2 milliards d'années de l'histoire de la vie, l'atmosphère terrestre ne contenait pratiquement pas d'oxygène libre. L'air que tu respires en ce moment
composé de 21% d'oxygène, n'existait pas. L'atmosphère primitive était dominée par l'azote, le dioxyde de carbone, le méthane et la vapeur d'eau. Un air irrespirable pour toi et moi, mais parfaitement adapté aux bactéries anaérobies qui peuplaient les océans primitifs. Puis, les cyanobactéries ont inventé la photosynthèse oxygénique. Ces micro-organismes ont développé la capacité d'utiliser la lumière du soleil pour briser des molécules d'eau et libérer de l'oxygène comme déchet métabolique. Et lentement, sur des centaines de millions d'années, l'oxygène produit par les cyanobactéries a commencé à s'accumuler dans l'atmosphère. D'abord, il a été absorbé par les roches et les minéraux dissous dans l'océan, le fer dissous notamment, qui rouillait au contact de l'oxygène et précipitait au fond des océans, formant les immenses gisements de minerais de fer rubané que l'industrie sidérurgique exploite encore aujourd'hui. Mais une fois que tous les puits de fer dissous ont été saturés, l'oxygène libre a commencé à s'accumuler dans l'atmosphère. Cet oxygène a été une catastrophe pour la vie existante. L'oxygène est un poison violent pour les organismes anaérobies. C'est un oxydant puissant qui détruit les membranes cellulaires, endommage l'ADN, ravage les protéines. La grande oxydation a probablement été la plus grande extinction de masse de l'histoire de la vie, bien plus meurtrière que celle qui a tué les dinosaures, anéantissant la vaste majorité des espèces microbiennes qui peuplaient les océans primitifs. Un génocide microbien à l'échelle planétaire, causé non pas par un astéroïde ou une éruption volcanique, mais par les déchets métaboliques d'un organisme microscopique. Mais cette catastrophe a ouvert la porte à quelque chose de nouveau. L'oxygène atmosphérique a rendu possible un métabolisme beaucoup plus efficace, la respiration aérobie, qui produit environ 18 fois plus d'énergie par molécule de glucose que la fermentation anaérobie. Et c'est cette énergie supplémentaire qui a permis, beaucoup plus tard, l'émergence d'organismes multicellulaires complexes. Des organismes qui avaient besoin de beaucoup d'énergie pour alimenter des corps grands, des systèmes nerveux, des cerveaux. Sans la grande oxydation, pas de vie animale, pas de poissons, pas de dinosaures, pas d'êtres humains, rien. Juste de la boue microbienne à perpétuité. Et voici ce qui est remarquable. La grande oxydation, tout comme l'endosymbiose, semble être un événement unique. Il ne s'est produit qu'une fois dans l'histoire de la Terre. Une seule lignée d'organismes, les cyanobactéries, a inventé la photosynthèse oxygénique. Et les circonstances qui ont permis à l'oxygène de s'accumuler dans l'atmosphère, la saturation progressive des puits d'oxydation géologique, la tectonique des plaques qui a enterré le carbone organique dans les sédiments, étaient elles-mêmes le résultat d'un enchaînement de conditions géologiques spécifiques à la Terre. Avançons encore dans le temps. Il y a 720 millions d'années, la Terre a subi un événement que les géologues appellent la Terre boule de neige, Snowball Earth en anglais. La planète entière, des pôles à l'équateur, s'est couverte de glace. Les océans ont gelé sur une épaisseur de plus d'1 kilomètre. Les températures de surface ont plongé à moins 50 degrés Celsius, même sous les tropiques. La photosynthèse a pratiquement cessé. La vie a été repoussée dans de minuscules refuges, des sources hydrothermales au fond des océans, des poches d'eau liquide sous la glace, des zones volcaniques où la chaleur géothermique maintenait un semblant de tiédeur. La Terre boule de neige a duré des dizaines de millions d'années. Peut-être 100 millions d'années au total, en comptant les épisodes multiples. Pendant tout ce temps, la vie a survécu, mais à peine. Elle s'est accrochée, réduite à ses formes les plus résistantes, les plus primitives, les plus obstinées. Et quand la glace a fini par fondre, grâce à l'accumulation progressive de dioxyde de carbone volcanique dans l'atmosphère, qui a créé un effet de serre assez puissant pour briser la carapace de glace, la vie a explosé, littéralement. C'est peu après la fin de la dernière Terre boule de neige que s'est produite l'explosion cambrienne, il y a environ 540 millions d'années. En l'espace de quelques dizaines de millions d'années, un clin d'œil géologique, la vie multicellulaire a connu une diversification stupéfiante. Tous les grands embranchements animaux actuels sont apparus pendant le Cambrien, les arthropodes, les mollusques, les chordés, le groupe auquel nous appartenons. L'évolution, après 3 milliards d'années de relative stagnation, a soudainement accéléré comme si un barrage avait cédé. Pourquoi cette accélération soudaine ?
Les hypothèses sont multiples. L'augmentation du taux d'oxygène atmosphérique après la fonte des glaces. La libération massive de nutriments dans les océans par l'érosion des glaciers. La pression de sélection intense exercée par les conditions extrêmes de la Terre, boule de neige, qui aurait favorisé les organismes les plus innovants sur le plan évolutif. Quelle que soit l'explication, le point essentiel est que l'explosion cambrienne, l'événement qui a donné naissance à toute la diversité animale que nous connaissons, est le résultat direct d'une catastrophe climatique globale. Sans la Terre boule de neige, pas d'explosion cambrienne. Sans l'explosion cambrienne, pas de poissons, pas de vertébrés, pas de mammifères, pas d'êtres humains. Et nous voici face à un schéma qui se répète. Chaque grande avancée dans l'histoire de la vie semble être le résultat d'une catastrophe. L'endosymbiose, née d'un accident cellulaire, la grande oxydation, une catastrophe écologique qui a tué la majorité de la vie existante, mais a ouvert la voie à la vie complexe. La Terre boule de neige, un cataclysme climatique qui a presque éteint la vie, mais a déclenché l'explosion de la diversité animale. L'extinction des dinosaures, causée par un astéroïde de 10 km de diamètre qui a frappé le Yucatan il y a 66 millions d'années, anéantissant 75% des espèces, mais libérant les niches écologiques qui ont permis aux mammifères de se diversifier et, finalement, de produire les primates, puis les hominidés, puis nous. Ce schéma est profondément troublant. Il suggère que la vie intelligente n'est pas le produit d'un processus graduel et prévisible, mais le résultat d'une série de catastrophes calibrées avec une précision diabolique, trop faible, et elle n'aurait pas provoqué les bouleversements nécessaires à l'innovation évolutive, trop fortes, et elles auraient éteint la vie définitivement. Il a fallu des catastrophes d'exactement la bonne intensité, au bon moment, dans le bon ordre, pour que le chemin de l'évolution mène de la bactérie au cerveau humain. Et c'est là que la transition vers les implications violentes et énergétiques de notre sujet commence à se dessiner. Parce que ces catastrophes calibrées ne sont pas des événements isolés, déconnectés du reste de l'univers. Elles sont le reflet de processus cosmiques plus vastes, plus fondamentaux, plus terrifiants. L'astéroïde qui a tué les dinosaures n'est pas tombé par hasard. Il a été envoyé vers la Terre par des perturbations gravitationnelles complexes impliquant Jupiter, la ceinture d'astéroïdes et peut-être même le passage du système solaire à travers un bras spiral de la Voie lactée. La Terre boule de neige n'est pas un accident climatique isolé. Elle est liée à la position de la Terre dans le système solaire, à l'activité volcanique, à la dérive des continents, et peut-être à des variations de l'activité solaire ou du flux de rayons cosmiques. Chaque catastrophe terrestre est connectée à l'univers qui nous entoure. Et l'univers qui nous entoure est un endroit d'une violence que nous avons à peine commencé à comprendre. Une violence qui ne se mesure pas en bombes ou en tremblements de terre, mais en étoiles qui explosent, en galaxies qui entrent en collision, en trous noirs qui dévorent des systèmes solaires entiers, en jets de radiation qui traversent des milliers d'années-lumière pour frapper des mondes innocents avec la puissance combinée de milliards de soleils. Cette violence cosmique n'est pas un accident, elle n'est pas une anomalie, elle est la norme. L'état normal de l'univers est la violence, la paix, la stabilité, la douceur des conditions qui règnent sur Terre. Notre ciel bleu, nos brises tièdes, nos océans calmes, tout cela est l'exception. L'exception fragile, temporaire, miraculeuse. Un îlot de douceur dans un océan de destruction. Et la question que personne n'ose poser vraiment, celle qui sous-tend tout notre voyage ce soir, est celle-ci. Combien de temps cet îlot peut-il durer ? Et combien d'autres îlots comme le nôtre ont existé dans le passé, avant d'être engloutis par la violence cosmique qui les entourait ? Parce que si l'univers est fondamentalement violent, et il l'est, et si la vie intelligente nécessite des milliards d'années de stabilité pour émerger, et c'est le cas, alors la collision entre ces deux réalités ne peut avoir qu'un seul résultat. Un résultat qui explique le silence. Un résultat qui explique pourquoi, quand nous tendons l'oreille vers les étoiles, nous n'entendons rien. Un résultat qui suggère que la violence cosmique n'est pas simplement un décor, un arrière-plan spectaculaire mais inoffensif. La violence cosmique est un acteur, le principal acteur, l'antagoniste de cette histoire. Et son rôle est simple,
détruire tout ce qui tente de vivre, de penser, de comprendre. Les processus destructeurs qui menacent la vie dans l'univers ne sont pas des événements rares et improbables. Ce sont des processus permanents, omniprésents, incessants. Et quand on les examine de près, vraiment de près, avec les données les plus récentes de l'astrophysique moderne, on découvre que notre survie n'est pas le résultat de notre résilience, de notre intelligence ou de notre adaptation. Notre survie est le résultat de la chance, d'une chance aveugle, aléatoire, statistique. Une chance qui pourrait tourner à tout instant et qui, pour d'innombrables mondes dans d'innombrables galaxies, a probablement déjà tourné. Imagine un instant que tu te trouves à la surface d'une planète semblable à la Terre, en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil, dans une galaxie semblable à la Voie lactée. La vie a émergé sur cette planète il y a 3 milliards d'années. Des organismes multicellulaires se sont développés. Une espèce intelligente a évolué. Elle a inventé l'écriture, les mathématiques, l'astronomie. Elle a commencé à explorer son système solaire. Elle a construit des télescopes et écouté le ciel. Elle aussi a constaté le silence. Et elle aussi s'est posé la question, où sont les autres ? Puis, un mardi ordinaire, sans avertissement, sans signe avant-coureur, une étoile à 8000 années-lumière de là s'est effondrée sur elle-même. Une étoile massive, environ 40 fois la masse du Soleil, qui avait épuisé son combustible nucléaire. En quelques secondes, le cœur de cette étoile s'est contracté en une étoile à neutrons, ou en un trou noir, selon sa masse exacte. Et dans ce processus d'effondrement, 2 jets de matière et de radiation ont été projetés à des vitesses peu proches de celles de la lumière, dans des directions opposées, le long de l'axe de rotation de l'étoile mourante. L'un de ces jets pointait directement vers cette planète habitée, à 8000 années-lumière de distance. Le faisceau de rayons gamma a voyagé à la vitesse de la lumière pendant 8000 ans. Pendant tout ce temps, la civilisation sur la planète cible vivait sa vie. Elle construisait des villes. Elle élevait des enfants. Elle débattait de philosophie et de politique. Elle n'avait aucune idée qu'un rayon de mort fonçait vers elle à 300 000 km par seconde. Aucune idée. Parce que les rayons gamma voyagent à la vitesse de la lumière, ce qui signifie qu'aucun signal ne peut les précéder pour prévenir de leur arrivée. Le premier signe de l'attaque est l'attaque elle-même. Quand le faisceau a atteint la planète, l'atmosphère a absorbé une partie de l'énergie. Mais cette absorption même a été catastrophique. Les molécules d'azote et d'oxygène de la haute atmosphère ont été brisées et recombinées en oxyde d'azote, des composés chimiques qui détruisent l'ozone avec une efficacité redoutable. En quelques heures, la couche d'ozone de cette planète a été réduite de 90%. En quelques jours, elle avait pratiquement disparu. Sans couche d'ozone, le rayonnement ultraviolet de l'étoile haute, un rayonnement normalement filtré par l'atmosphère, a atteint la surface avec une intensité mortelle. L'ADN des organismes exposés a été endommagé au-delà de toute réparation. Les plantes terrestres ont flétri. Le phytoplancton océanique, base de la chaîne alimentaire marine, a été décimé. La photosynthèse s'est effondrée. Les niveaux d'oxygène atmosphérique ont commencé à chuter. La température globale a chuté brutalement, parce que la destruction de l'ozone a modifié la chimie atmosphérique d'une manière qui a perturbé l'effet de serre. En l'espace de quelques décennies, la biosphère de cette planète s'est effondrée. Pas un effondrement graduel, négociable, gérable, un effondrement total. Les chaînes alimentaires brisées, les écosystèmes désintégrés, les espèces éteintes par milliers, par millions. La civilisation, privée de nourriture, d'air respirable et de stabilité climatique, s'est désintégrée. Et en l'espace de quelques siècles, il ne restait plus rien. Plus rien qu'une planète stérile, balayée par les ultraviolets, couverte de ruines silencieuses que personne ne viendrait jamais découvrir. Ce scénario n'est pas de la science-fiction, c'est de la science. C'est exactement ce que les modèles astrophysiques prédisent quand un sursaut gamma de longue durée, un sursaut durant plus de 2 secondes, produit par l'effondrement d'une étoile massive, frappe une planète habitable à une distance de quelques milliers d'années-lumière. Et la question cruciale n'est pas de savoir si un tel événement est possible. La question est de savoir à quelle fréquence il se produit. La réponse dépend de l'époque cosmique.
Aujourd'hui, dans la Voie lactée, on estime qu'un sursaut gamma de longue durée se produit en moyenne tous les 100 000 à 1 million d'années. C'est assez rare. Mais la galaxie a 13 milliards d'années. Et pendant ces premiers milliards d'années, la fréquence était considérablement plus élevée. Peut-être un sursaut gamma tous les 1000 ans, voire tous les 100 ans, dans certaines régions denses de la galaxie. À cette fréquence, la probabilité qu'une planète habitable soit frappée au moins une fois pendant les 4 milliards d'années nécessaires au développement de la vie complexe était essentiellement de 100%. Toute planète, ou qu'elle se trouve dans une galaxie typique de l'univers primitif, aurait été stérilisée au moins une fois, et probablement plusieurs fois, avant que la vie ait eu le temps de devenir complexe. Mais les sursauts gamma ne sont pas les seuls tueurs. Parlons des supernovae. Une supernova est l'explosion d'une étoile massive en fin de vie, ou la détonation thermonucléaire d'une naine blanche qui a accumulé trop de matière. Dans les deux cas, l'explosion est d'une violence prodigieuse. Une supernova typique libère environ 10 puissance 44 joules d'énergie, un chiffre qui ne signifie rien pour l'esprit humain, alors permettez-moi de le traduire autrement. Si tu prenais toute l'énergie que le Soleil produira pendant ces 10 milliards d'années de vie et que tu la comprimais en 10 secondes, tu obtiendrais une supernova. C'est ça, l'échelle dont nous parlons. Une supernova qui explose à moins de 30 années-lumière de la Terre serait catastrophique pour la biosphère. Le rayonnement direct, rayons X et rayons gamma, serait intense, mais bref. Le vrai danger viendrait des rayons cosmiques, des particules subatomiques accélérées à des vitesses proches de celles de la lumière, qui arriveraient pendant des années, voire des décennies après l'explosion. Ces rayons cosmiques détruiraient la couche d'ozone, exactement comme un sursaut gamma, mais de manière plus prolongée, et les effets sur la biosphère seraient similaires. Augmentation massive du rayonnement ultraviolet de surface, destruction des écosystèmes, effondrement des chaînes alimentaires, refroidissement climatique. Certains scientifiques pensent qu'une supernova proche est responsable de l'une des grandes extinctions de masse dans l'histoire de la Terre. L'extinction de l'Ordovicien silurien, il y a environ 445 millions d'années, a anéanti environ 85% des espèces marines. Elle a coïncidé avec une glaciation soudaine et sévère, et certains modèles suggèrent qu'un sursaut gamma ou une supernova proche pourrait avoir déclenché cette glaciation en modifiant la chimie de l'atmosphère. Les preuves directes sont minces. 445 millions d'années, c'est beaucoup de temps pour effacer les traces. Mais le scénario est physiquement plausible et de plus en plus pris au sérieux par la communauté scientifique. En 2016, une équipe de chercheurs dirigée par Adrian Melott de l'Université du Kansas a publié une étude montrant que des traces de fer 60, un isotope radioactif du fer qui n'est produit que dans les supernovas, ont été trouvées dans des sédiments océaniques datant d'environ 2 700 000 ans. Cet isotope, qui a une demi-vie de 2 600 000 ans, ne peut être présent sur Terre que s'il a été déposé par les retombées d'une supernova relativement proche. Les calculs suggèrent que cette supernova a explosé à une distance d'environ 150 à 300 années-lumière de la Terre. Pas assez proche pour stériliser la planète, mais suffisamment proche pour avoir augmenté le flux de rayons cosmiques à la surface de manière significative. Et voici ce qui est fascinant. Cette période, il y a environ 2 à 3 millions d'années, coïncide avec des changements climatiques majeurs en Afrique, un assèchement progressif, une expansion des savanes au détriment des forêts. Des changements environnementaux qui ont exercé une pression de sélection intense sur les hominidés, favorisant la bipédie, la fabrication d'outils, le développement cérébral. Autrement dit, il est possible, pas certain, mais possible, qu'une supernova lointaine ait contribué à façonner les conditions environnementales qui ont poussé nos ancêtres à devenir humains. Le cosmos violent, qui menace de nous détruire, pourrait aussi être celui qui nous a créés. Mais allons plus loin dans la violence. Parlons maintenant de quelque chose d'encore plus extrême. Les collisions de galaxies. Notre propre galaxie, la Voie lactée, est actuellement en train de dévorer plusieurs galaxies naines satellites. La galaxie naine du Sagittaire, découverte en 1994, est en train d'être déchirée et absorbée par la gravité de la Voie lactée,
Ces étoiles sont étirées en longs filaments qui s'enroulent autour de notre galaxie comme des rubans autour d'un arbre. Et dans environ 4 milliards et demi d'années, un délai comparable à l'âge actuel de la Terre, la Voie lactée entrera en collision avec la galaxie d'Andromède, notre plus proche grande voisine, située à 2 500 000 années-lumière de nous. Cette collision sera un événement d'une majesté terrifiante. 2 galaxies, contenant chacune des centaines de milliards d'étoiles, s'interpénétrant lentement sur des centaines de millions d'années. Les étoiles individuelles ne se heurteront probablement pas, l'espace entre les étoiles est trop vaste, mais les nuages de gaz et de poussière entreront en collision, se comprimeront, s'échaufferont, déclenchant des vagues massives de formation stellaire. Des milliers de nouvelles étoiles naîtront dans des nébuleuses embrasées. Et parmi ces nouvelles étoiles, beaucoup seront massives, brillantes, éphémères, le type d'étoiles qui meurent en supernova et en sursaut gamma. La collision avec Andromède transformera notre galaxie calme et paisible en un chaudron d'activité stellaire frénétique. Le taux de supernova augmentera drastiquement. Le taux de sursaut gamma aussi. Les perturbations gravitationnelles déstabiliseront les orbites planétaires dans d'innombrables systèmes solaires. Des planètes seront éjectées de leur système, projetées dans le vide interstellaire pour errer seules dans le noir, à jamais. D'autres seront précipitées vers leurs étoiles. D'autres encore verront leurs orbites devenir chaotiques, elliptiques, les faisant passer d'un été brûlant à un hiver glacial en l'espace de quelques mois. Et il y a pire. Les 2 trous noirs supermassifs au centre de la Voie lactée et d'Andromède, Sagittaire. À étoile, environ 4 millions de masses solaires, et celui d'Andromède, environ 100 millions de masses solaires, finiront par spiraler l'un vers l'autre et fusionner. Cette fusion produira une émission colossale d'ondes gravitationnelles et pourrait réactiver le noyau galactique, transformant notre paisible centre galactique en quelque chose qui ressemble à un quasar. Le rayonnement émis par ce noyau réactivé pourrait baigner des régions entières de la galaxie fusionnée dans un bain de radiation intense, rendant la vie impossible sur des milliers d'années-lumière à la ronde. Mais ne crois pas que ces événements cataclysmiques se limitent au futur lointain. L'univers est en train de nous montrer, en ce moment même, ce à quoi ressemble cette violence ailleurs, dans d'autres galaxies. En 2015, le télescope spatial Hubble a observé un sursaut gamma, GRB 150 et 1227A, dont l'énergie libérée en quelques secondes était équivalente à celle de plusieurs billions d'étoiles combinées. L'événement s'est produit à des milliards d'années-lumière de nous. Et même à cette distance inimaginable, il était clairement détectable. En 2017, les détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO et Virgo ont capté pour la première fois le signal d'une collision entre 2 étoiles à neutrons. L'événement JPOV 170 1817. Cette collision, qui s'est produite à 130 millions d'années-lumière de la Terre, a libéré une quantité d'énergie gravitationnelle stupéfiante et a produit un sursaut gamma court, détecté par le satellite Fermi exactement 1,7 secondes après le signal gravitationnel. La collision a également produit une kilonova, une boule de feu de matière neutronique en expansion rapide, dans laquelle des éléments lourds comme l'or, le platine et l'uranium ont été forgés en quantité astronomique. On estime que cette seule collision a produit environ 10 fois la masse de la Terre en or pur. 10 fois la masse de la Terre en or. Dispersée dans l'espace par une explosion qui a brièvement brillé avec la puissance de 1000 supernovas. Ces événements ne sont pas rares à l'échelle de l'univers. Ils se produisent quelque part à chaque instant. À chaque seconde qui passe, quelque part dans l'univers observable, une étoile explose en supernova. À chaque minute, quelque part, 2 étoiles à neutrons spiralent l'une vers l'autre et fusionnent dans un cataclysme qui forge les éléments les plus lourds du tableau périodique. À chaque heure, quelque part, un sursaut gamma balaie l'espace avec un faisceau de radiation capable de stériliser des planètes à des milliers d'années-lumière de distance. L'univers est une usine de destruction. C'est aussi, paradoxalement, une usine de création. Parce que ces explosions fabriquent les éléments chimiques dont la vie a besoin. Mais le rapport entre création et destruction
est brutalement asymétrique. Pour chaque planète qui bénéficie des cendres d'une supernova lointaine et reçoit le carbone, l'oxygène et le fer nécessaires à la vie, des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de planètes sont détruites, stérilisées, balayées par la violence même de ces processus. L'univers donne la vie d'une main et la reprend de l'autre. Et la main qui reprend est incomparablement plus puissante que celle qui donne. C'est là que réside le mystère ouvert. Si l'univers est si violent, si les sursauts gamma, les supernovas, les collisions stellaires et les quasars sont si fréquents et si destructeurs, alors comment la vie a-t-elle pu survivre sur Terre pendant 4 milliards d'années? Comment avons-nous échappé à tous ces dangers? Est-ce vraiment de la chance? Ou y a-t-il quelque chose de spécial dans notre position, dans l'espace et dans le temps, qui nous protège d'une manière que nous ne comprenons pas encore? Et si notre protection est réelle, est-elle permanente? Ou est-elle en train de s'éroder, lentement, inexorablement, pendant que nous regardons tranquillement les étoiles sans réaliser que le prochain coup pourrait venir à tout moment, de n'importe quelle direction, à la vitesse de la lumière, sans le moindre avertissement? Il est temps maintenant de lever les yeux des télescopes et des équations, et de regarder en nous-mêmes. Parce que le silence du cosmos n'est pas seulement un problème scientifique, c'est un problème existentiel. Peut-être le plus grand problème existentiel que l'humanité ait jamais rencontré. Et elle ne le sait même pas encore. Alors, réfléchis un instant à ce que signifierait vraiment d'être la première civilisation intelligente de l'univers. Pas la première de notre galaxie, la première de l'univers. Les premiers êtres dans un cosmos de 2000 milliards de galaxies et de septillions d'étoiles, à avoir ouvert les yeux et à avoir dit « Je suis là, je pense, je me demande d'où je viens et où je vais ». Si c'est le cas, si nous sommes véritablement les premiers, alors nous portons une responsabilité d'une ampleur inimaginable. Parce que tout ce que la conscience a jamais produit, tout ce qu'elle produit en ce moment et tout ce qu'elle produira jamais dépend de nous seuls. Chaque symphonie jamais composée, chaque poème jamais écrit, chaque théorème jamais démontré, chaque acte de bonté, chaque moment d'émerveillement devant un coucher de soleil, tout cela est unique dans l'univers. Il n'y a pas de copie de sauvegarde, pas de civilisation sœur quelque part dans Andromède qui perpétuera la conscience si nous disparaissons. Si nous nous éteignons, par guerre nucléaire, par changement climatique, par astéroïde, par sursaut gamma, la conscience s'éteint avec nous. Et l'univers redevient ce qu'il était avant nous. Un balai aveugle de matière et d'énergie. Magnifique peut-être, mais inconscient, sans personne pour le contempler, sans personne pour le comprendre, sans personne pour lui donner un sens. Cette idée a un nom en philosophie. On l'appelle parfois le problème du témoin cosmique. L'univers a-t-il besoin d'un témoin pour exister? En physique quantique, certaines interprétations suggèrent que, oui, que l'acte d'observation joue un rôle fondamental dans la détermination de la réalité. L'interprétation de Copenhague, formulée par Niels Bohr et Werner Heisenberg dans les années 1920, propose que les particules quantiques n'ont pas de propriétés définies tant qu'elles ne sont pas observées. Avant l'observation, elles existent dans une superposition de tous les états possibles. C'est l'observation qui effondre la fonction d'onde et fixe la réalité. Si cette interprétation est correcte, et c'est un grand si, car d'autres interprétations existent, alors la conscience n'est pas un accident biologique sans importance. Elle est un acteur fondamental du cosmos. Sans observateur, pas de réalité définie. Sans conscience, pas d'univers. Du moins, pas d'univers au sens où nous l'entendons, avec des propriétés précises, des lois définies, une histoire cohérente. L'univers sans conscience serait un brouillard quantique informe, une soupe de possibilités jamais réalisées, un rêve jamais rêvé. Bien sûr, c'est une interprétation philosophique, pas un fait scientifique établi. D'autres interprétations de la mécanique quantique, l'interprétation des mondes multiples, l'interprétation de l'information quantique, le réalisme d'ensemble, ne requièrent pas de conscience pour fixer la réalité. Mais le simple fait que la question se pose, le simple fait que des physiciens sérieux puissent envisager que la conscience joue un rôle cosmique fondamental, devrait nous donner le vertige. Parce que si c'est vrai, alors notre disparition ne serait pas seulement la fin d'une espèce biologique, ce serait la fin de la réalité elle-même, la fin du cosmos,
en tant qu'entité cohérente et observable, la fin de tout ce qui a un sens. Mais supposons le contraire. Supposons que nous ne soyons pas les premiers. Supposons que des milliers de civilisations aient existé avant nous, dans les milliards d'années qui ont précédé l'apparition de la vie sur Terre. Supposons qu'elles aient développé des technologies avancées, exploré leur système solaire, peut-être même colonisé leur galaxie. Et supposons qu'elles aient toutes disparu. Toutes, sans exception, effacées par la violence cosmique, par leurs propres erreurs, par des forces que nous ne pouvons pas encore imaginer. Si c'est le cas, si nous sommes les derniers, les survivants d'un univers jonché de civilisations mortes, alors la question devient « qu'est-ce qui les a tués ?» Et cette question en entraîne immédiatement une autre, plus urgente, plus personnelle. Est-ce que la même chose va nous tuer ? C'est le concept du grand filtre, formulé par l'économiste et futuriste Robin Hanson en 1998. Le grand filtre est l'idée qu'il existe, quelque part sur le chemin entre la matière inerte et une civilisation capable de coloniser la galaxie, un obstacle si difficile à franchir, si improbable à surmonter, que pratiquement personne n'y arrive. Le silence du cosmos s'expliquerait par l'existence de ce filtre. La question cruciale est de savoir où se situe le grand filtre. Est-il derrière nous ou devant nous ? S'il est derrière nous, si le grand filtre est l'un des passages improbables que la vie a dû franchir pour arriver jusqu'à nous, comme l'endosymbiose ou l'explosion cambrienne, alors nous avons de bonnes nouvelles. Nous avons déjà franchi l'obstacle. Nous sommes les rares, les élus, ceux qui ont passé le filtre. Et notre avenir est potentiellement radieux. Nous pouvons coloniser les étoiles, essaimer dans la galaxie, devenir cette civilisation galactique que nous cherchons en vain dans le ciel. Mais s'il est devant nous, si le grand filtre est un obstacle que nous n'avons pas encore rencontré, quelque chose qui se dresse entre notre niveau technologique actuel et la capacité de coloniser la galaxie, alors nous avons très, très mauvaises nouvelles. Parce que cela signifie que chaque civilisation qui atteint notre niveau de développement est détruite, toute, sans exception, par quelque chose que nous ne voyons pas venir. Quelque chose d'inévitable. Quelque chose que nous ne pouvons pas éviter, peu importe notre intelligence, notre technologie, notre prévoyance. Et c'est là que la question prend une dimension véritablement angoissante. Parce que nous pouvons imaginer beaucoup de choses qui pourraient être le grand filtre devant nous. La guerre nucléaire, le changement climatique incontrôlé, l'intelligence artificielle qui échappe à notre contrôle, une pandémie synthétique, l'épuisement des ressources naturelles, la colonisation de l'espace qui s'avère techniquement impossible au-delà d'un certain rayon. Chacun de ces scénarios est plausible, chacun pourrait être fatal. Et nous n'avons aucun moyen de savoir lequel, si tant est que ce soit l'un d'entre eux, est le vrai grand filtre. Mais il y a une possibilité encore plus troublante, une possibilité que même Hanson n'a pas explorée en profondeur. C'est l'idée que le grand filtre n'est ni biologique ni technologique, qu'il est cosmique, qu'il n'a rien à voir avec ce que les civilisations font ou ne font pas, mais avec ce que l'univers leur fait, que le grand filtre, c'est la violence cosmique elle-même, les sursauts gamma, les supernovas, les perturbations gravitationnelles, les collisions galactiques qui détruisent les civilisations de l'extérieur, sans qu'elles puissent rien y faire. Pas parce qu'elles sont stupides ou autodestructrices, mais parce que l'univers est un endroit fondamentalement dangereux, et que 4 milliards d'années de stabilité, c'est un miracle qui ne se répète pas. Si le grand filtre est cosmique, alors il n'y a pas de leçon à tirer, pas de morale, pas de possibilité d'amélioration. Nous ne pouvons pas devenir plus sages pour l'éviter. Nous ne pouvons pas développer une meilleure technologie pour le contourner. Nous sommes simplement des êtres éphémères dans un univers qui n'a pas été conçu pour nous, qui ne se soucie pas de nous et qui finira par nous détruire, comme il a détruit tout le reste, avec une indifférence absolue. Et c'est peut-être la leçon la plus profonde du paradoxe de Fermi. Non pas que nous sommes seuls, bien que nous le soyons peut-être. Non pas que nous sommes en danger, bien que nous le soyons certainement, mais que l'univers n'a pas d'intention. Il n'est ni bienveillant ni malveillant. Il est indifférent, totalement, absolument, irrémédiablement indifférent. Il ne nous veut ni bien ni mal. Il ne nous veut rien du tout. Nous sommes des structures temporaires dans un flux d'énergie et de matière en perpétuel changement, des tourbillons éphémères dans un courant qui ne s'arrête jamais,
des motifs fugitifs à la surface d'un océan qui n'a ni début, ni fin. Et pourtant, nous sommes là. Nous pensons, nous ressentons, nous nous émerveillons, nous posons des questions sur l'univers qui nous a créés et qui nous détruira. Et il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans, quelque chose que la physique ne peut pas capturer, que les mathématiques ne peuvent pas décrire, que la biologie ne peut pas expliquer. Le fait brut, stupéfiant, miraculeux de la conscience. Le fait que l'univers a produit des êtres capables de le contempler. Des êtres capables de comprendre, ne serait-ce que partiellement, les lois qui le gouvernent. Des êtres capables de ressentir de l'émerveillement devant sa beauté et de la terreur devant sa violence. Le physicien Freeman Dyson a écrit un jour « L'univers savait, d'une certaine manière, que nous allions venir ». C'est une phrase poétique, pas scientifique, mais elle pointe vers quelque chose de réel. Les constantes fondamentales de la physique, la masse de l'électron, la charge du proton, l'intensité de la force gravitationnelle, la vitesse de la lumière, semblent être ajustées avec une précision extraordinaire pour permettre l'existence d'atomes stables, de molécules complexes, d'étoiles de longue durée, de planètes rocheuses, de chimie organique et finalement de vie. Si l'une de ces constantes était différente de quelques pourcents, parfois de quelques fractions de pourcents, l'univers serait radicalement différent. Pas de carbone, pas d'étoiles, pas de planètes, pas de vie, rien. C'est ce qu'on appelle le réglage fin de l'univers. Et c'est l'un des mystères les plus profonds de la physique moderne. Pourquoi les constantes fondamentales ont-elles exactement les valeurs qu'elles ont? Pourquoi sont-elles ajustées de telle sorte que la vie soit possible? Est-ce un hasard? Est-ce le résultat d'un multivers, un ensemble infini d'univers avec des constantes différentes, dont le nôtre est simplement l'un des rares où la vie est possible? Est-ce le signe d'un dessein, d'une intention, d'une intelligence créatrice? Ou est-ce une question mal posée, un artefact de notre perspective limitée, une illusion cognitive née de notre incapacité à comprendre des réalités qui dépassent notre cadre mental? La science ne peut pas répondre à ces questions, pas encore, peut-être jamais. Mais ce qu'elle peut faire, c'est nous montrer l'ampleur du mystère. Et cette ampleur est vertigineuse. Pense à ce que cela signifie pour le futur. Si nous sommes les premiers ou les derniers, alors le futur de la conscience dans l'univers dépend entièrement de ce que nous faisons dans les prochains siècles. Pas les prochains millénaires, les prochains siècles, parce que les menaces sont multiples et convergentes. Le changement climatique altère notre biosphère à un rythme sans précédent. Les armes nucléaires restent mal une menace existentielle latente. L'intelligence artificielle progresse à une vitesse que personne n'avait prévue. Et pendant ce temps, le cosmos continue son travail silencieux de destruction. Les astéroïdes continuent d'orbiter, les supernovas continuent d'exploser, les sursauts gamma continuent de balayer l'espace avec leurs faisceaux de mort. Nous sommes peut-être les dépositaires de quelque chose d'infiniment précieux. La seule flamme de conscience dans un univers de 14 milliards d'années. Et cette flamme est si fragile qu'un seul événement, un seul astéroïde, une seule guerre, un seul sursaut gamma, un seul moment d'inattention collective pourrait l'éteindre pour toujours. Le futur lointain de l'univers, tel que la cosmologie le décrit, est sombre. Dans environ 100 000 milliards d'années, la dernière étoile s'éteindra. Les galaxies se disperseront. L'univers deviendra un lieu de ténèbres absolues, peuplé seulement de naines blanches refroidissantes, de trous noirs en lente évaporation et de particules subatomiques errant dans un vide en expansion éternelle. C'est ce qu'on appelle l'ère sombre, la mort thermique de l'univers, un état d'entropie maximale où rien ne se passe, où rien ne peut se passer, où le temps lui-même perd sa signification parce qu'il n'y a plus de changement pour le marquer. Dans ce futur ultime, toute trace de vie, de conscience, d'intelligence, de beauté, d'amour, de souffrance, de joie, toute trace de tout ce qui a jamais compté, sera effacée, irréversiblement. Le cosmos retournera à l'inconscience dont il est brièvement sorti, et personne ne se souviendra. Pas parce que les souvenirs auront été oubliés, mais parce qu'il n'y aura plus personne pour oublier. La question alors est celle-ci. Si tout est voué à disparaître, si la conscience est un feu de paille cosmique condamné à s'éteindre quoi que nous fassions,
Est-ce que quelque chose a un sens? Est-ce que notre existence a de la valeur si elle est temporaire? Est-ce que la beauté d'un coucher de soleil est diminuée par le fait que le soleil finira par mourir? Est-ce que l'amour que tu ressens pour quelqu'un est moins réel parce que vous êtes tous les deux mortels? Ou bien est-ce le contraire? Est-ce que c'est justement la fugacité qui donne à tout sa valeur? Est-ce que c'est parce que la conscience est rare, fragile et temporaire qu'elle est infiniment précieuse? Est-ce que c'est parce que nous sommes peut-être seuls dans un univers de 2000 milliards de galaxies, que chaque instant de conscience, chaque pensée, chaque émotion, chaque regard vers les étoiles est un miracle qui mérite d'être chéri? Le silence du cosmos ne nous donne pas de réponse, mais il nous pose la question avec une insistance que rien d'autre ne peut égaler. Et nous voici au bout du chemin. Du moins, au bout de ce chemin-ci, parce que le véritable chemin, celui de la compréhension, n'a pas de fin. Il commence où finissent nos certitudes. Et nos certitudes, ce soir, finissent très tôt. Récapitulons, non pas pour répéter ce qui a été dit, mais pour relier, pour tisser ensemble les fils dispersés au cours de ce voyage et voir le motif qu'ils dessinent quand on les regarde de loin. Nous avons commencé par un silence, le silence cosmique, l'absence de toute voix, de tout signal, de toute trace d'intelligence dans un univers qui, selon toutes les estimations raisonnables, devrait engrouiller. Ce silence est un fait dur, mesurable, indéniable, 60 ans d'écoute active, des dizaines de milliards d'heures d'observation avec les instruments les plus sensibles jamais construits, et rien. Pas un murmure, pas un écho, pas un clignement de lumière artificielle dans l'immensité noire. Nous avons découvert que ce silence pourrait s'expliquer non pas par un obstacle sociologique ou technologique, mais par un obstacle physique, cosmique, inscrit dans la structure même de l'univers. L'univers primitif, pendant ses premiers milliards d'années, était un environnement fondamentalement hostile à la vie complexe, trop pauvre en éléments lourds, trop violent, trop baigné de radiations mortelles. La fenêtre pendant laquelle les conditions sont devenues favorables. Assez de métaux pour former des planètes rocheuses, assez de calme pour permettre 4 milliards d'années d'évolution biologique est étonnamment étroite. Nous nous trouvons dans cette fenêtre. Peut-être sommes-nous les premiers à nous y trouver. Nous avons vu que même au sein de cette fenêtre, le chemin de la matière inerte à la civilisation technologique est parsemé d'obstacles si improbables. L'endosymbiose, la grande oxydation, l'explosion cambrienne, chacun un événement unique dans l'histoire de la Terre, que la probabilité qu'il soit parcouru en entier pourrait être infinitésimale. Si faible que sur les dizaines de milliards de planètes habitables de notre galaxie, nous pourrions être les seuls à avoir réussi. Nous avons plongé dans la violence cosmique, sursauts, gamma, supernovae, collisions galactiques, quasars. Et nous avons compris que cette violence n'est pas un arrière-plan décoratif, mais un acteur majeur. Un filtre implacable qui stérilise les mondes et efface les biosphères avec une régularité mécanique. Un filtre qui, dans l'univers primitif, était si puissant et si fréquent qu'il rendait le développement de la vie complexe pratiquement impossible. Et nous avons affronté les implications existentielles de ces découvertes. L'idée que la conscience pourrait être un phénomène unique dans l'univers, un feu de paille cosmique, un accident sans précédent et sans suite. L'idée que notre responsabilité, si nous sommes les seuls, est incommensurable. Et l'idée que le futur de l'univers, dans sa trajectoire vers la mort thermique, est un futur de silence éternel, avec ou sans nous. Maintenant, assemblons tout cela. Pas en une théorie, pas en une réponse, en une image. Imagine l'univers comme un vaste océan. Pas un océan d'eau, mais un océan de temps. Un océan qui s'étend sur 14 milliards d'années dans le passé et sur des milliers de milliards d'années dans le futur. Cet océan est essentiellement vide, sombre, silencieux, agité de courants violents. Les sursauts gamma sont des raz-de-marée, les supernovae sont des tempêtes, les collisions galactiques sont des tsunamis qui traversent des continents entiers de temps et d'espace. Et quelque part dans cet océan, à un endroit très précis et à un moment très précis, il y a une île. Une toute petite île. Si petite qu'elle est invisible à l'échelle de l'océan. Cette île, c'est nous.
c'est la Terre. C'est les 4 milliards d'années pendant lesquelles la vie a existé sur notre planète et les quelques milliers d'années, un battement de cils cosmique, pendant lesquelles une civilisation technologique a émergé et a commencé à regarder l'océan autour d'elle. Cette île est entourée de tempêtes. Le passé est une tempête, l'univers primitif, violent et stérile. Le futur est une tempête, la mort thermique, le refroidissement éternel, l'expansion infinie. Et le présent, ce minuscule intervalle de temps pendant lequel nous existons, est un accalmie. Un moment de calme relatif entre deux tempêtes. Un moment pendant lequel les vagues se sont calmées, juste assez pour que notre île reste au-dessus de l'eau. Juste assez pour que la vie puisse respirer, penser, se demander d'où viennent les vagues et quand la prochaine tempête arrivera. Cette image n'est pas une métaphore. C'est une description littérale de notre situation cosmique, traduite en termes humains. Nous existons dans un intervalle de temps, un intervalle d'espace, un intervalle de conditions physiques. En dehors de cet intervalle, avant, après, ailleurs. Les conditions sont incompatibles avec notre existence. Et la largeur de cet intervalle, quand on la mesure à l'échelle de l'histoire de l'univers, est si mince qu'elle en est presque inconcevable. C'est comme une bulle de savon flottant dans un ouragan, fragile, éphémère, miraculeuse et condamnée. Condamnée, oui, parce que l'intervalle ne durera pas. Pas éternellement, peut-être pas longtemps du tout. Le Soleil deviendra une géante rouge dans environ 5 milliards d'années, rendant la Terre inhabitable bien avant cela. Dans 1 milliard d'années environ, la luminosité solaire aura augmenté suffisamment pour évaporer les océans et transformer notre planète en un enfer semblable à Vénus. Si nous ne quittons pas la Terre d'ici là, si nous ne colonisons pas d'autres mondes, d'autres systèmes solaires, d'autres étoiles, alors notre histoire s'arrêtera. Point final. 1 milliard d'années peut sembler long, mais à l'échelle de l'univers, c'est un instant. Un grain de sable sur une plage infinie. Et même si nous quittons la Terre, même si nous colonisons la galaxie, même si nous devenons cette civilisation interstellaire dont rêvent les futuristes, même alors, la mort thermique nous rattrapera. Les étoiles s'éteindront, le combustible nucléaire s'épuisera. Les dernières naines rouges, ces petites étoiles économes qui brûlent leur hydrogène avec une parcimonie extrême, finiront elles aussi par mourir. Dans 100 000 milliards d'années, la dernière étoile de l'univers émettra son dernier photon et s'éteindra. Et après, c'est le noir. Un noir absolu, éternel, sans limite et sans espoir. Les trous noirs subsisteront pendant un temps stupéfiant, mais fini. Le physicien Stephen Hawking a montré que les trous noirs s'évaporent lentement en émettant un rayonnement thermique faible, le rayonnement de Hawking. Un trou noir de la masse du Soleil mettrait environ 10 puissance 67 années à s'évaporer. Un trou noir supermassif, comme celui au centre de la Voie lactée, mettrait environ 10 puissance 100 années. C'est un nombre si grand que le simple fait de l'écrire, un suivi de 100 zéros, prend plus de place que le contenu de toute pensée humaine. Mais ce nombre est fini. Et quand le dernier trou noir se sera évaporé, il ne restera que des particules subatomiques, des photons, des neutrinos, des électrons et des positrons, dispersés dans un espace en expansion éternelle, s'éloignant les unes des autres pour toujours, incapables d'interagir, incapables de former des structures, incapables de faire quoi que ce soit d'autre qu'errer dans le vide jusqu'à la fin des temps, qui n'aura pas de fin. Face à ce futur, la question du silence cosmique prend une dimension différente, une dimension que la science seule ne peut pas saisir. La science peut nous dire que les étoiles mourront. Elle peut calculer quand et comment. Elle peut modéliser la mort thermique de l'univers avec une précision de plusieurs décimales. Mais elle ne peut pas nous dire ce que tout cela signifie. Elle ne peut pas nous dire si cela a un sens. Elle ne peut pas nous consoler. Elle ne peut pas nous rassurer. Elle peut seulement nous informer. Et l'information, ce soir, est vertigineuse. Nous sommes peut-être seuls. Nous sommes peut-être les premiers. Nous sommes peut-être les derniers. Et dans tous les cas, dans chacun de ces scénarios, la conclusion est la même.
Ce que nous avons est incroyablement, incompréhensiblement précieux. Non pas malgré sa fragilité, mais à cause d'elle. Non pas malgré son caractère éphémère, mais justement parce qu'il est éphémère. La valeur d'un diamant vient de sa rareté. Et la conscience, si nous en croyons le silence des étoiles, est infiniment plus rare qu'un diamant. Plus rare que l'or forgé dans les collisions d'étoiles à neutrons. Plus rare que n'importe quel élément du tableau périodique. Plus rare que n'importe quoi dans l'univers observable. Parce que l'univers produit du carbone en quantité industrielle. Il produit du fer, du silicium, de l'oxygène par milliards de tonnes dans chaque supernova. Il produit de l'or et du platine dans les kilonovae. Il produit des étoiles par milliers chaque jour. Il produit des galaxies, des nébuleuses, des amas, des superamas, des filaments cosmiques, des structures d'une complexité et d'une beauté à couper le souffle. Mais il ne produit, peut-être, qu'une seule chose, qu'il ne sait pas fabriquer à volonté, qu'il ne sait pas reproduire, qu'il ne sait pas remplacer. Et cette chose, c'est un être capable de lever les yeux vers le ciel nocturne et de se demander pourquoi les étoiles brillent. La fragilité humaine n'est pas une faiblesse, c'est un trait fondamental de tout ce qui a de la valeur. Les choses éternelles n'ont pas de valeur, parce qu'elles seront toujours là. Les choses fragiles, éphémères, uniques, ce sont celles qui comptent. Un coucher de soleil est beau, parce qu'il ne dure que quelques minutes. Une vie humaine est précieuse, parce qu'elle ne dure que quelques décennies. Et la conscience cosmique, la nôtre, la seule qui existe peut-être, est le trésor le plus précieux de l'univers justement, parce qu'elle est un accident, un miracle, un battement de paupières dans l'éternité. Le poète et astronome Omar Khayyam, il y a presque 1000 ans, a écrit dans ses rubayat « Le doigt, mouvant, écrit, et ayant écrit, il passe. Ni ta piété, ni ton esprit ne sauraient m'en le rappeler pour effacer la moitié d'une ligne, ni toutes tes larmes laver un seul mot. » Il parlait du temps, de l'irréversibilité du temps, du fait que chaque instant, une fois passé, est perdu à jamais. Et cette vérité, que Khayyam avait saisie intuitivement il y a un millénaire, la cosmologie moderne la confirme avec une précision cruelle. Le temps est un courant unidirectionnel. Il ne revient jamais en arrière. Et dans le flux de ce courant, notre existence est un éclat fugace de lumière dans un fleuve de ténèbres. Mais un éclat est un éclat. Il brille. Et pendant qu'il brille, il illumine tout autour de lui. Nous sommes cet éclat. Nous illuminons un petit coin d'univers avec notre conscience, notre curiosité, notre émerveillement. Et même si cet éclat est destiné à s'éteindre dans 1 milliard d'années, dans 100 000 milliards d'années, dans 10 puissance 100 années, il aura brillé. Il aura existé. Et rien, absolument rien, ne peut effacer le fait qu'il a existé. Le silence du cosmos, finalement, n'est peut-être pas un mystère, c'est peut-être un miroir. Un miroir immense, froid, parfaitement silencieux, dans lequel l'humanité se regarde pour la première fois et se voit telle qu'elle est vraiment, petite, fragile, éphémère, seule, mais vivante, consciente, capable de poser des questions auxquelles l'univers entier est incapable de répondre. Et c'est peut-être ça, le vrai miracle. Non pas que l'univers soit silencieux, mais que dans ce silence, il y ait au moins une voix, la nôtre, fragile, tremblante, incertaine, mais une voix quand même, la seule voix, peut-être la première, peut-être la dernière, mais une voix. Et cette voix dit « Je suis là, je vois les étoiles, je me demande pourquoi elles brillent, je me demande si quelqu'un d'autre les voit. Et même si personne d'autre ne les voit, même si personne d'autre ne les a jamais vus et ne les verra jamais, je suis là. Et je regarde, et j'essaie de comprendre. » Le philosophe Blaise Pascal, il y a plus de 3 siècles, a écrit « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. » 3 siècles plus tard, nous savons que Pascal avait raison d'avoir peur. Le silence est réel. Les espaces sont infinis, et ils sont, pour autant que nous puissions le savoir, éternellement vides. Mais Pascal avait aussi tort sur un point, parce que le silence n'est pas seulement effrayant, il est aussi, d'une certaine manière, magnifique. Il est magnifique parce qu'il révèle la valeur inestimable de la seule chose qui le brise, nous. Nos pensées, nos rêves, nos questions,
notre obstination à chercher un sens dans un cosmos qui n'en a peut-être aucun, notre capacité à trouver de la beauté dans le vide, de l'espoir dans le silence, de la lumière dans le noir. Ce soir, quand tu fermeras les yeux, pense à cela. Pense au fait que tu es composé d'atomes forgés dans des étoiles mortes il y a des milliards d'années, que le calcium de tes os, le fer de ton sang, l'oxygène de tes poumons ont été fabriqués dans des fournaises nucléaires d'une violence inimaginable, puis dispersés dans l'espace par des explosions cataclysmiques, puis rassemblés par la gravité en un nuage de gaz et de poussière, puis condensés en une planète, puis organisés par 4 milliards d'années d'évolution en un être capable de contempler les étoiles et de se demander d'où il vient. Tu es l'univers qui se regarde lui-même. Tu es la matière qui a appris à penser. Tu es la poussière d'étoiles qui s'est levée pour poser des questions. Et dans un cosmos de silence et de ténèbres, c'est peut-être la chose la plus extraordinaire qui soit jamais arrivée. Le silence est là, immense, insondable, peut-être éternel. Mais toi aussi, tu es là, pour l'instant, pour ce bref et précieux instant. Et pendant que tu es là, le silence n'est pas total, parce que tu l'écoutes. Et le simple fait de l'écouter, le simple fait d'être là pour l'entendre, change tout. Bonne nuit. Et si tu ne dors pas cette nuit, si ces questions te tiennent éveillé, comme elles me tiennent éveillé, alors sache que quelque part, sous les mêmes étoiles, quelqu'un d'autre ne dort pas non plus. Quelqu'un d'autre regarde le ciel, quelqu'un d'autre écoute le silence, et quelqu'un d'autre se demande si nous sommes les premiers ou les derniers. Peut-être que la réponse n'a pas d'importance. Peut-être que ce qui compte, c'est la question. Et le fait que nous soyons encore là pour la poser.